Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog et je démarre immédiatement par les choses vues récemment et les séries que je suis en train de regarder actuellement qui ne sont pas binge-watchables, j'aime bien inventer des mots, qui voilà, évoluent au rythme d'un épisode par semaine. Le truc auquel je suis le plus accro depuis 2 épisodes, c'est Landman, évidemment. Landman, si vous me suivez, vous savez que à la première saison, elle m'a retourné le cerveau. J'ai trouvé que c'était extraordinaire. Donc voilà, pour moi, c'est Taylor Sheridan au sommet de son art. Bah là, la saison 2, enfin pour ce que ça débute, c'est dingue. Moi, c'est dingue. Je suis waouh, scotché, je me régale. Chaque semaine, c'est la torture pour patienter. Mais voilà, si vous n'avez jamais donné sa chance à cette série, c'est inacceptable. Vous devez absolument réparer cela. Landman, c'est du plaqué or. Qu'est-ce que je regarde d'autre actuellement? Pluribus sur Apple TV. Oui, j'ai oublié de préciser, Landman, c'est sur Paramount+. Je sais plus si je l'ai dit. Pluribus, ouais, sur Apple TV, la nouvelle série du ou des créateurs de Breaking Bad. Je dois dire que ça démarrait très fort. Enfin, très fort. Ça démarrait trop fort en fait, vraiment un pitch d'invasion extraterrestre, mais pas comme on pourrait l'imaginer, voilà, sous forme, c'est pas un virus, mais voilà, un phénomène, on va dire, voilà, qui fait que tous les habitants de la planète sont une seule et même entité. En fait, ils fusionnent, mais alors pas physiquement, hein, juste cérébralement. C'est comme assez flippant et assez original. Tous les êtres humains sont en fait voilà, un seul et même esprit, voilà. Donc, sauf 11 personnes, je crois, ou 12, qui sont, j'allais dire, immunisés. En fait, c'est juste que ça n'a pas pris sur eux, et du coup, ils se lèvent un matin et ils constatent qu'il y a un truc super chelou qui se produit, et ils sont contactés par ce nouvel habitant, on va dire, qui explique qu'ils comprennent pas pourquoi ça a bugué, quoi, mais qu'ils vont essayer de trouver une solution pour qu'ils puissent rejoindre, donc mentalement, tous les autres. Qu'en attendant, bien évidemment, sachant que tout cela est totalement bienveillant, on va prendre extrêmement soin d'eux, être à leurs petits soins, tout ça. C'est vraiment le pitch sans rien vous spoiler, quoi. Et on va plus particulièrement suivre une nana qui s'appelle Carole, qui est pas facile, facile à vivre. Voilà, un caractère assez sanguin, notamment. Comment dire, le souci pour moi, je le dis très franchement, je sais plus c'est combien, on en a combien d'épisodes, je les ai tous vus, peut-être 4, un truc comme ça, un peu plus même. Là, ça commence déjà à patiner, de mon point de vue. Et ça promet vraiment rien de bon pour la suite. Un truc qui me dérange, c'est qu'au début, il y avait quelque chose d'assez assez grinçant, alors bon... mais c'était quand même sérieux, alors pas sérieux du tout comme Breaking Bad, hein, mais l'humour était très noir, et voilà, c'était quand même pas mal. Enfin, je le sentais bien, même si je suis pas ultra fan de l'actrice, je le dis très franchement, et ça joue énormément, puisque pour toute la série sur ses épaules, c'est pas qu'elle joue mal, hein, c'est que, je sais pas, elle est un peu antipathique, mais pas... Enfin, son rôle, c'est d'être antipathique. Mais je veux dire que les traits de cette actrice, j'aime pas trop, même sa façon de jouer, tout ça. Donc bon, donc je suis pas sous le charme du tout de sa performance, c'est ça que je veux dire. Et là, j'ai l'impression, notamment depuis les 2 derniers épisodes, mais franchement, la série commence à peine, qu'on s'oriente vers un truc... vraiment, ouais, c'est plus comédie que tragédie ou drame ou tout ça. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est un style qui va pas me séduire de ouf, et je pense que j'irai au bout de la saison 1, mais vu comment ça part, en plus le problème aussi c'est que quand tu fais une intrigue pareille, et que tu veux faire 1000 saisons parce que tu veux que ça marche, sur un truc très ancré dans la réalité, etc., bon, mais là, c'est tellement saugrenu et improbable, machin, je sais pas trop comment ça peut évoluer en restant captivant, c'est ça que je veux dire. Il y aura une espèce d'effet Lost, quoi, où tu vas te dire, est-ce qu'on serait pas en train de me balader et de se foutre de ma gueule? Donc voilà. Et une autre série que je regarde qui commence un peu à me décevoir également, alors que j'aimais énormément les 5 premiers épisodes, c'est The Chair Company sur HBO, avec Tim Robinson, cet acteur que j'adore, et c'est sa série d'ailleurs, il me semble. Je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, sur ce film où il joue un pauvre type qui tombe obsédé de son voisin. C'était excellent. Bref, lui, il est incroyable. C'est lui en fait qui me fait continuer à regarder, parce que l'intrigue, bon, alors on est dans du loufoque de ouf, hein. Là c'est vraiment l'absurde, quoi. L'histoire d'un type qui va, enfin voilà, qui manque un peu d'assurance, qui est
pas con, mais pas une lumière non plus. Et il va y avoir un incident avec une chaise. Comment dire, il va se mettre en tête de traquer. Enfin, il va devenir en fait complètement paranoïaque, persuadé que ce n'est pas le fruit du hasard si cette chaise s'est effondrée sous lui en pleine représentation en plus. Enfin, donc vraiment la honte. Mais lui, il va pas réussir à tourner la page et il va être persuadé de mettre à jour une espèce de conspiration. En tout cas, c'est nawak de ouf, mais c'est tellement barré que je sais pas. Moi, pour l'instant, j'aime bien, mais là, les derniers, bof, quoi. Je sais pas. J'attends de voir. Mais bon, Tim Robinson, tu regardes, enfin, si t'es fan du mec, là, c'est le Tim Robinson Show, mais à chaque épisode. Qu'ai-je vu d'autre? Qu'ai-je noté? Oui, la série documentaire qui était très attendue sur Sean Combs, qui s'intitule Sean Combs, l'heure des contes, hein, je crois bien. Ouais, c'est ça. Documentaire en 4 parties d'à peu près 1 heure, me semble-t-il. Coproduit par 50 Cent, qui en avait beaucoup parlé. Enfin, il avait fait des déclarations régulièrement tout au long de la réalisation de ce documentaire, en annonçant que ça allait être énorme et que ça allait faire référence. Voilà, bon, 50 Cent, toujours humble et modeste, c'est pour ça qu'on l'aime. Et force est de reconnaître que, alors c'est sur Netflix, je sais plus si je l'ai dit, qu'au terme du visionnage de ce documentaire, j'étais complètement accablé et sidéré. Et pourtant, j'avais déjà regardé un docu, je vous en avais parlé d'ailleurs, qui était sorti sur je sais plus quelle plateforme, pareil, hein, sur Puff Daddy, P. Diddy, enfin bref, qui était pas mal, mais bon, là à côté, c'était ultra incomplet. Ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment une enquête de taré, plus des témoignages de proches, de collaborateurs, donc enfin d'amis, d'anciens amis, je veux dire, d'artistes qui ont bossé avec lui, de producteurs, de familles, d'autres artistes aussi. C'est extrêmement factuel, voilà, ça que j'ai beaucoup aimé. C'est un sujet évidemment ultra sensible, il y a beaucoup à dire, et d'ailleurs c'est 4 heures, mais ça va très vite en fait, hein, il n'y a vraiment pas de lenteur du tout. On découvre ce mec, mais là vraiment parce qu'en fait tout le monde pourrait dire oui, Sean Combs, on sait que c'est un sale type, enfin on a compris quoi, là il a fait des sales trucs. Alors oui, il a fait des sales trucs, mais c'est un peu plus grave que des sales trucs évidemment. Et surtout c'est vraiment aussi le portrait d'un fou. Parce que là on est face à un mec qui est à la fois donc totalement égocentrique, illuminé, alors paranoïaque aussi, misogyne, il coche toutes les cases quoi, il est vraiment. Mais c'est également quelqu'un qui cherche à nuire, à manipuler et à humilier toutes les personnes qui l'ont approché dans sa vie. Enfin, on se rend vraiment compte de ça. Alors, les femmes, elles en ont carrément pris plein la gueule physiquement, mais aussi mentalement. Enfin, la pression psychologique, le harcèlement, ça atteint des niveaux qui sont les niveaux aussi, voilà, de quelqu'un qui se sent tout puissant et qui l'est presque, hein, ce qui était devenu Sean Combs au bout d'un moment. Donc, bref, énormément d'images, je précise quand même, de Puff Daddy qu'on n'a jamais vues, qui sont exclusives, dont certaines ont été saisies en fait au moment de son arrestation. Et voilà, qu'on découvre dans le documentaire, et c'est absolument édifiant, notamment de nombreuses séquences qui ont été tournées par ses proches en fait, hein, donc dans le cadre privé, durant les jours où il avait compris qu'il allait se faire arrêter, mais c'était pas encore fait. Donc bref, voilà, et je ne veux pas en dire beaucoup plus parce que là on est dans un JDV et pas faire 1 heure là-dessus, mais c'est une immense recommandation. Voilà, on va aborder évidemment. Donc le truc en fait, c'est que ça aborde sérieusement toutes les facettes problématiques du bonhomme, et j'ai rarement vu un artiste qui en avait autant. Et alors moi j'avais mes convictions, mais qui reposaient sur des trucs peu solides, donc je l'ai jamais ramené là-dessus. Mais là on a des éléments beaucoup plus sérieux qui tentent à confirmer qu'il a à minima joué un rôle colossal dans le meurtre de Tupac Shakur, et également dans le meurtre d'autres personnes. Voilà, je laisserai la triste surprise. On peut estimer d'ailleurs au visionnage qu'il est également totalement responsable du meurtre de Notorious Big. Alors, non pas qu'il l'ait commandité, contrairement à celui de Tupac Shakur. Je rappelle que donc effectivement il n'y a pas de preuves, hein, mais alors les éléments convergents sont monumentaux. Oui, et puis on a aussi des interviews d'enquêteurs. Très intéressants les enquêteurs.
Les mecs, ils sont vraiment pas là pour rigoler, ni pour régler des comptes d'ailleurs. Mais voilà, ils ont des convictions, des certitudes et parfois, basées sur des trucs, hein, mais parfois c'est pas suffisant pour lancer des procédures. Très intéressant aussi par rapport à la justice américaine. Toujours est-il que oui, je disais, voilà ce qu'on savait déjà plus ou moins, mais non seulement il est responsable de la mort de Tupac, mais il est également responsable de la mort de Notorious Big, puisque contrairement à ce que Big lui avait demandé, il l'a forcé à aller à Los Angeles. Alors que il savait mieux que personne que là-bas c'était une cible mouvante, et au moment de quitter Los Angeles pour aller en Europe, vraiment mais genre au dernier moment, quelques heures avant je crois le décollage de l'avion, Sean Combs a décidé que non, Notorious Big allait rester à Los Angeles. Voilà, comme s'il était un peu déçu de le voir repartir vivant. Et d'ailleurs ça n'a pas raté, puisque le mec s'est fait descendre. Et quand on voit, alors je m'excuse, hein, mais quand on voit la façon dont il a exploité la mort de Notorious Big, commercialement parlant, je veux dire, hein, pour son bien à lui d'artiste, si tu te poses pas à minima quelques questions, c'est vraiment que t'es naïf, quoi. Mais il en fait des caisses, mais on montre les spectacles, même les chansons, à chaque fois il n'arrête pas de parler de Notorious Big comme si c'était son frère de sang, quoi, alors qu'on sait très bien qu'il n'en avait rien à foutre. Enfin, même tous les proches confirment, même la mère de Big, ce type, c'est une horreur. Alors l'autre horreur, c'est que il n'a été condamné qu'à 4 ans de prison, hein, pour le moment, parce qu'on n'a pas pu déterminer avec certitude certains des chefs d'accusation. Enfin voilà, le jury a estimé que c'était pas suffisamment certain, quoi. Et ils avaient un petit doute. Et bon, bah c'est la justice, hein, quand t'as un petit doute, tu innocentes. Et voilà, notamment une histoire de kidnapping. Oui, kidnapping. Et tentative d'assassinat également, enfin des trucs. Donc voilà, 4 ans, c'est ultra choquant. Mais il y a encore d'autres procédures qui sont en cours. Donc il n'a pas réglé tous ses comptes. Et il y a des choses assez sérieuses qui sont pas finies, quoi, d'être préparées. Et il y a d'autres procès qui arrivent. Et là, il risque aussi assez gros. Et il suffit qu'il tombe pour quelques-unes des charges. Il risque réellement la prison à vie. Donc d'un côté, au jour d'aujourd'hui, oui, c'est choquant parce que tu te dis dans 2 ans il est dehors, mais en réalité d'ici 2 ans normalement les autres procès auront eu lieu, et là si les procureurs et les autres font bien leur boulot, normalement il va tomber, quoi. Mais ce mec-là ne doit plus être en liberté, ça c'est une certitude. Enfin, si quelqu'un pense que il faut lui foutre la paix, mais c'est un danger public, et quand je dis danger public, faut que aucun être humain n'approche ce type. Bref, en tout cas, donc magnifique documentaire, mais magnifique, qui fera date, je pense, hein, sur Puff Daddy. C'est le truc ultime pour tout connaître de son parcours aussi d'opportuniste, de profiteur et d'enculé de ouf, hein, vraiment, ça, ce degré-là, c'est impressionnant. Qu'ai-je vu d'autre? Alors, beaucoup plus léger, sur Paramount+, j'ai vu The Astronaut, avec Kate Mara et le pauvre Lawrence Fishburne. Tu te demandes vraiment ce qu'il est venu foutre ici. L'histoire d'une astronaute, donc, sans déconner, mais c'est complètement fou, qui revient sur Terre d'une mission où il y a eu un incident, il y a eu un incident assez sérieux. Et d'ailleurs, quand on la récupère dans sa capsule, elle a comment on appelle ça, son casque, quoi, qui est carrément explosé. La vitre est cassée, quoi. Elle a été en contact, il s'est passé quelque chose de chelou, et on va l'isoler dans une immense villa. C'est magnifique villa d'architectes, comme il y en a aux États-Unis, au milieu de la nature et tout, pour la soumettre à des examens et voir un peu comment elle se remet de tout ça, mais surtout faire des analyses, etc., etc. Et elle va être assez rapidement prise de vision, donc assez angoissante, hein, évidemment, vers qui se tourner, que révéler à son entourage, sachant que, évidemment, si tu dis que tu te sens pas bien quand tu reviens d'une mission comme ça, bah t'en feras plus jamais des missions. Donc elle, au début, elle veut mentir, parce qu'elle sait très bien que, potentiellement, si elle dit qu'elle a des vertiges, des visions, des trucs et tout, on va dire oula. Donc bon, alors ça joue pas bien, hein, on va pas se mentir. Les critiques sont catastrophiques, hein. Alors vraiment, genre, la moyenne, je crois, c'est 1,5 étoile sur 5 sur les trucs. J'ai pas checké Rotten et les autres, mais bon, bref. Et je dois dire que ça démarre. Franchement, ça démarre. C'est pas nul au début, quoi. Après, au bout d'une demi-heure, ça commence à glisser vers un truc vraiment, vraiment pas bon. Ça sent mauvais.
Et puis vers la fin, alors là je vais vous spoiler un tout petit peu, hein, je vous préviens, mais la fin, enfin c'est un spoil léger, hein, mais la fin c'est un truc à la E.T. où c'est tellement ridicule et surjoué et mal fait, hein. Donc parce qu'on là on va voir des extraterrestres, hein. C'est du semi-spoil, hein, parce qu'il y a un énorme élément qu'on découvre et celui-là je vous le dis pas. Mais en gros on va voir des extraterrestres. Et hormis le fait qu'ils sont horriblement mal faits et qu'on a l'impression de voir un film des années 90, le design de la créature, j'allais dire c'est Disney, mais non, Disney c'est bien fait quoi. Là c'est vraiment ridicule. Et on a les violons, même la musique est ultra pompée sur E.T. Rencontre du troisième type, mais t'as tous les clichés, genre le vaisseau au milieu des arbres avec les gens qui regardent comme ça. Putain, ce que c'est nul. C'est une insulte à l'intelligence. Et bien, tu te demandes vraiment, mais là vraiment, quand tu vois ces dernières 10 minutes, d'abord tu as des petits hauts le cœur, le sac à vomi, vaut mieux que ce soit pas trop loin, mais surtout tu te dis, genre il y a un moment, la lecture du scénar, les mecs se sont dit, oh, c'est bouleversant, c'est magnifique, et surtout, non, c'est très original. Bref, une bouse mais inouïe. Le seul truc que je retiendrai, c'est la baraque qui est vraiment magnifique, et ces 10 minutes qui sont tellement médiocre, enfin, que c'en est fascinant. Mais c'est fascinant, hein, ce degré de nullité. Et je te prends pour un con aussi, parce que ces gens, en fait, t'as l'impression que les mecs se sont dit, bon allez, par contre, on fait le pari que tous ceux qui regarderont The Astronaut n'ont jamais vu E.T. et n'ont jamais vu Rencontre du troisième type. Hein. Parce que si par contre, s'ils les ont vus, ouais, ils vont se foutre de notre gueule. Oh, voilà, bref. Ah oui, il y a un petit côté aussi Avatar. Ah non, mais je vous laisserai, c'est un régal. Oh ouais, dans le genre bien nul à Yesh aussi, Troll 2 sur Netflix, que j'ai stoppé au bout d'une demi-heure, hein, parce qu'il faut quand même arrêter les conneries parfois. C'est de la merde, et c'est la fête aux vannes, mais alors aux vannes, enfin, c'est très violent, de nullité. Donc au bout d'un moment, j'ai arrêté à 30 minutes, puis j'ai avancé un peu, genre, pour voir quelques séquences, enfin, voir un peu quelle tournure ça prenait, et c'était de pire en pire. Donc voilà. Donc je pense que si vous pouvez vous l'épargner, ce serait une bonne idée. Qu'ai-je vu d'autre Ah oui, alors je continue un tout petit peu j'ai pas encore visionné le tout dernier là d'avant-hier. Je continue à regarder la série Ça, et je dois avouer que ça me déprime. Voilà. Après, je vois qu'il y a des gens qui adorent, hein, et tout. J'ai vu que Fred, il a ultra défendu chez le poteau John Ali. Après, voilà, c'est de l'art, c'est chacun son ressenti et tout. Je suis super content que des gens aiment, et comme toujours. Mais moi, je trouve ça vraiment, je trouve ça nul. Ce serait, par exemple, ce serait un bouquin Stephen King, genre l'intrigue, hein, tout ça, là, tout ça. Oh putain, qu'est-ce qui est drôle. Ça me tomberait des mains, quoi. Voilà. Moi, alors apparemment, dans le tout dernier épisode, pour la toute première fois, on va un peu explorer qui était Pennywise avant de devenir ce clown maudit et surtout hors de la réalité. Mais bon, là, c'est trop tard déjà. Enfin, là, moi, ça me casse les couilles. Enfin, genre, je sais plus combien d'épisodes fait la saison, mais en gros, c'est à plus de la moitié que tu commences à explorer ce pourquoi tu as toujours déclaré dans les interviews que tu allais faire une série, quoi. La série, elle était vendue pour ça, hein. Je veux faire une série pour explorer les racines de Pennywise avant qu'il devienne... Bon. Oh là là, et qu'est-ce qu'on a là depuis le début ? Bah, espèce de mix entre Stranger Things et... Enfin, tout le truc à la mode, en fait. Déjà, t'as vraiment l'impression que c'est le studio aussi qui a dit... je sais pas, enfin bref. Alors, ceci dit, on va me répondre, on aura bien raison. Mais mec, ça à la base, c'est quand même une histoire d'enfant, quoi. Vous n'avez pas tort, vous n'avez pas tort. Et mais le souci, c'est que la façon dont ils sont traités dans le roman, de mon point de vue, est très différente de ce qu'on voit là. Et je dis pas forcément que c'est à chier, mais c'est pas du tout ce qui moi me parle. Voilà, donc c'est juste que ça me parle pas du tout. Et c'est un peu comme, enfin, je trouve qu'il y a des défauts pour moi, qui sont les mêmes que dans Alien Earth. Voilà, t'as l'impression qu'il y avait des cases à cocher pour toucher un certain public, et que, bien, pas de problème, et tout, et qu'on a assemblé tout le truc. Voilà, bon, après, c'est pas ultra grave, hein.
Il y a quand même beaucoup de moments où j'ai plus l'impression de regarder Chair de poule là, de R.L. Stein, là, qui est un truc de Stephen King. Et pourtant, il y a des scènes trash. Hein, donc c'est pas que comment dire, c'est pas que c'est mignon. Hein, c'est un truc un peu différent. Mais je trouve les militaires ridicules. Oh là, la scène où l'autre tire sur son pote, qu'est-ce que j'ai rigolé. Mais ouais, toute l'intrigue avec les militaires, j'achète pas du tout. Et puis même ça m'entraîne vers un truc. Enfin, je me dis non mais c'est les militaires contre Pennywise. Enfin, à quel moment tu t'es dit que c'était une bonne idée? Et je sais pas, bon bref. Et puis les gamins, je les trouve pas attachants, je les trouve pas bons. Mais alors les acteurs, je trouve pas bons. Bref. Et je vais conclure avec un film français, enfin franco-belge, je crois, Les Tourmentés de Lucas Belvaux avec comment il s'appelle, putain, Neil Schneider, voilà, j'avais noté parce que j'oublie toujours son nom, et MC, que j'aime vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, les deux, on les avait vus il y a pas très longtemps dans la mini-série De sang et d'argent que j'avais énormément aimé, que je vous avais recommandé très chaleureusement. Là, c'est l'adaptation de son propre roman réel, Lucas Belvaux, donc. Et là, on va suivre... alors, j'ai pas lu le livre, hein, je précise quand même. Le livre est sans doute très cool, hein, par contre. L'histoire est top. En fait, il y a une espèce de... comment dire? Il y a un truc spécifique avec ce film, c'est que quand je le regardais, je me disais, c'est con parce que c'est bien, mais c'est pas bien. Ouais. Ça, c'est de la critique. Là, je pense que Samir va se régaler. Des fois, il donne son avis, bon, c'est pas fifou, mais là, sur Les Tourmentés, parfaite analyse. Plus sérieusement, donc, une riche veuve, passionnée de chasse. Alors, c'est un petit côté chasse du comte Zaroff, d'ailleurs, au tout début. Elle s'ennuie, et elle demande à son homme à tout faire, un petit peu, qui est interprété par donc Ramsey, de trouver une personne qui serait à même d'accepter de jouer le gibier lors d'une immense partie de chasse qui aurait lieu à l'étranger, dans des sections de la nature sauvage, etc., etc. Et alors avec des règles, hein, évidemment, c'est pas n'importe quoi. Ou donc par contre potentiellement, si elle le trouve, elle le tue. Enfin, si il y parvient, elle le tue. Il doit accepter cela. Et en contrepartie, alors s'il survit au bout de je sais plus combien de jours. Il touche une énorme somme d'argent, bien évidemment, et s'il décède, elle s'engage à verser cette somme d'argent à son épouse, enfin ou son ex-épouse, je ne sais plus. Donc on va tomber sur ce mec, enfin Ramsey va aller contacter ce mec qui a été un ancien militaire, mais qui tourne très mal. Enfin, là, il a perdu sa femme, il n'arrive pas à se réinsérer, du coup, il est limite clochard. Enfin, et quand je dis limite, ouais. Et bref, donc lui, il va accepter. Et ce qui est intéressant au début, enfin, l'idée est pas mauvaise du tout, c'est que moi, par exemple, j'ai lancé le film et je me suis dit, donc le film, c'est la chasse, évidemment. Enfin, on va avoir une demi-heure on installe, elle trouve le mec, il accepte et machin, et la chasse commence. Alors, je préviens tout de suite, pas du tout. Mais quand je dis pas du tout, c'est qu'en fait, vous ne verrez même pas une seconde de la chasse. Il y a quelques petits microsecondes, mais c'est de la préparation toujours. Donc, là, j'avoue que du coup, tu restes un peu sur ta faim et la façon dont ça se termine, c'est totalement probable. C'est-à-dire qu'en fait, la conclusion de l'histoire est nulle. Et donc, j'imagine nulle aussi dans le bouquin. Et là, j'assume, hein, c'est vraiment, je trouve ça à chier. Comment dire, c'est pas digne de tout ce qui est construit pendant 1h30, quoi. Et c'est dommage parce qu'en fait ça aurait fait un magnifique film de 2h ou même 2h20. Alors, moi je suis pas fan, on en a tous un peu ras le cul des films de 3 plombes, mais là ça aurait eu un sens. Parce que donc le film va passer tout son temps à nous montrer comment cet homme, une fois qu'il a accepté, va gérer la pression et en même temps le fait qu'il a eu évidemment une avance, parce que quand il accepte, donc on lui dit ça aura lieu dans 6 mois, le temps de vous préparer, de vous entraîner, etc. Et on lui donne, je sais plus combien d'argent, mais c'est énorme. Et ce n'est qu'une partie de la somme. Et donc lui, pendant 6 mois, il va vivre richement, alors très richement, hein, du coup. Et il va essayer de reconquérir sa femme, donc avec qui il s'était fait un peu larguer, quoi. Et c'est super intéressant, parce que, au début, il n'a pas trop réfléchi, et puis après, il va devenir hyper aigri, il va en vouloir à son pote d'être venu le trouver. Au début, il est reconnaissant, mais après, il dit, ouais, je vais crever, en fait. Enfin, voilà. Et là, toute fin, c'est ridicule. Très dommage. Et je vais conclure avec La main sur le berceau sur Disney+, remake du film de 92 avec Rebecca De Mornay qui était
extraordinaire. Moi, j'avais beaucoup aimé ce film, c'était pas un chef-d'œuvre non plus, mais c'était quand même vachement bien. Voilà, donc on suit une mère de famille très aisée, qui vit en banlieue et qui va solliciter les services d'une jeune femme pour donc être fille au père, enfin s'occuper de son bébé à plein temps. Donc voilà, elle va vivre avec le couple. Et assez rapidement, elle va la soupçonner d'abord d'avoir des intentions malveillantes, puis de ne pas être carrément la personne qu'elle dit être. Voilà. Donc, alors, dans le film de 92, franchement, c'était excellent, je trouve. Là, alors c'est pas que ça joue mal, j'aime beaucoup d'ailleurs l'actrice qui a repris le rôle de Rebecca De Mornay, j'ai oublié son nom, mais bon bref. Le souci, il est que c'est moins bon, donc sans être à chier, quoi, c'est moins bon. Et là où ça devient à chier quand même, par contre, c'est la conclusion. L'origin story, la révélation finale. Alors je vais pas spoiler celle du film de 92, parce que y en a sûrement parmi vous qui l'avaient pas vu, et franchement moi je vous le recommande. Et je vais pas spoiler bien sûr la fin non plus, la révélation de ce remake, pour ceux qui comptaient le voir et c'est pas encore fait, mais je vous préviens, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est pas du tout crédible, et surtout donc c'est totalement différent, enfin ça n'a plus rien à voir avec les motivations de la babysitter du premier film, et dans le premier film l'origin story était parfaite en fait, c'était nickel. Là, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que ils ont voulu faire un truc beaucoup plus spectaculaire, bref, c'est nul, donc voilà, c'est dommage. Ah oui, alors un petit film qui m'a été recommandé par le copain Stéphane Mialet sur Prime Video, Violent Ends, un revenge movie que j'avais pas vraiment remarqué, quoi. Enfin, très beau, très bien interprété, pas très original, enfin, en fait ça rejoint la tradition de plein de films, ça m'a rappelé aussi Blue Ruin ou des trucs comme ça. Mais voilà, une histoire de vengeance, j'ai pas trop envie de raconter ce qui se passe, mais voilà, c'est très simple, hein, l'histoire est ultra simple. Mais c'est très bien filmé, l'acteur est excellent, c'est sombre, moite, méchant, je veux dire que humainement, tous les personnages sombres. Bref, très belle surprise. Merci beaucoup Stéphane Mialet pour ton petit mot que tu m'as fait pour me conseiller ce film que du coup à mon tour je vous recommande, enfin nous vous recommandons avec le copain Stéphane. Ah oui, et alors le tout dernier que j'ai vu hier soir, oh là 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 là, Muzzle City of Wolves, Muzzle 2 donc on pourrait dire, avec Aaron Eckhart que j'aime tellement, et qui est la suite du film Muzzle de 2023 que je vous avais chaudement recommandé également. Personne n'avait parlé, mais que moi j'avais, enfin c'est un vrai coup de cœur. J'ai énormément aimé l'ambiance et même l'intrigue, je trouve que c'était très très cool sur donc voilà, un ex-flic et son chien, le chien policier, hein, je précise, ça a énormément d'importance et qui va se retrouver dans la merde. Je spoil que dalle, mais si vous n'avez jamais vu Muzzle et que vous êtes, ou alors que vous êtes abonné trop récent pour avoir vu mes recos de ce film à l'époque, jetez-vous dessus. Vraiment très très bon polar noir comme on les aime et comme on en fait plus beaucoup. Bref, j'avais beaucoup aimé ce film, mais j'avais pas du tout compris que ça avait suffisamment marché pour qu'il y ait une suite. La grosse surprise, je découvre que le truc est en ligne et tout, je dis quoi, je savais même pas qu'il y avait une suite. Tout content, je me le lance hier soir. Et là, la douche froide. Et quand je dis la douche froide, j'étais pas préparé parce qu'en plus, c'est le même réal qui était également scénariste du premier film et qui là est co-scénariste du second. Enfin donc, ultra confiant, moi. Je me suis dit, bah, le mec, il a fait un tellement bon film, je vois pas comment il peut foirer l'évolution de l'histoire, en fait. Ah. Si tu vois pas comment il peut foirer l'évolution de l'histoire, all my beer. Alors, je vais regarder jusqu'au bout pour une raison très simple, c'est que j'adore l'ambiance. J'adore la photo, j'adore l'ambiance, le chien il est parfait. L'argument de merde, le chien est parfait. Alors si vous n'aimez pas les chiens, mais sinon c'est pas bon. Et c'est tellement dommage parce qu'il tombe dans plein de pièges qu'il a su brillamment éviter dans le premier film. Au début j'étais là, ouais, et puis au bout d'un moment j'étais comme ça. Putain. Et vers alors il y a quand même quelques scènes géniales, mais parce que le mec est pas devenu complètement nul à chier non plus du jour au lendemain, mais globalement c'est ultra déceptif. Et la fin c'est un peu pas crédible du tout, et il y a beaucoup de scènes malaisantes tellement c'est mal écrit, là, vraiment. Des scènes notamment du flic avec sa chérie, et là Ron Eckhart qui est pourtant un bon acteur, enfin moi c'est un acteur que j'aime beaucoup. Il est grotesque, hein. Il sort des tirades à sa meuf, mais c'est vraiment, c'est où tu ris ou tu t'endors, mais tu peux pas te bouleverser, alors que c'est censé te bouleverser quoi.
Bref, aïe 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 aïe. Et d'ailleurs, putain, alors je suis peut-être fou, hein, mais j'ai eu l'impression qu'il y a des moments où Aaron Eckhart il ressemble vachement à Lanvin. Genre à Lanvin. Voilà. Mais vraiment, hein, je me suis dit, putain, il me fait penser à quelqu'un. Mais bon. Voilà, je vais arrêter avec les trucs vus récemment parce que clairement, c'est pas une belle cuvée. Et j'enchaîne immédiatement. Et j'enchaîne. Tu enchaînes plutôt avec les questions reçues. Ah oui, mais avant, je parlais des achats récents. Les achats récents, sauf erreur, il y en a eu qu'un. Enfin, et d'ailleurs, c'est pas un achat récent, mais c'est une livraison récente. Et elle est juste ici. Je vous ferai un unboxing comme j'avais promis et un petit comparatif avec mon Goldorak original qui est là-bas. Et voilà, il s'agit donc de la réédition du Poppy. Poppy Mattel, enfin en France c'est comme ça qu'on l'a eu, par Bandai là. Et comme vous pouvez le voir, la boîte est extraordinaire. Rien que la boîte c'est un chef-d'œuvre en fait, tout simplement. Je suis très heureux de l'avoir reçu. Et donc je l'ai mise là, mais ça va bouger, hein. Mais en attendant, franchement, elle rentrait pile poil. Ils l'ont fabriqué en disant, rappelez-moi les dimensions des étagères d'Alex. C'est drôle, c'est drôle. Quel est ton avis sur le rachat de Warner Bros par Netflix? Ah ouais, eh bien, mon avis, c'est que c'est une catastrophe. 83 milliards, je crois. Faut les sortir quand même, hein. Ouais, non, bah, c'est pas une bonne nouvelle du tout. Voilà, j'ai vu que le boss de Netflix a fait tout un discours ultra rassurant. On dirait K un peu dans le livre de l'âge. Crois en moi et confiance. Mais bon, ça va être une catastrophe. Enfin, moi je pense tout de suite aux exploitants, évidemment, exploitants de salles de cinéma à travers le monde. Voilà, ça va faire très mal, je pense, hein, parce que bon, pour Netflix, évidemment que sortir un film à très fort potentiel sur sa plateforme ou en salle de cinéma, c'est pas du tout la même chose au niveau des gains. Il est infiniment plus rentable de le sortir sur sa plateforme que de partager les bénéfices avec les exploitants de salles de cinéma, enfin puis même au niveau de la promo, enfin tout ça, bref. Donc oui, ils vont sortir des... J'ai vu, je crois que c'est Reggie qui est toujours aussi finot, qui a dit il y aura plus de films en salle de cinéma chez Warner Bros. Si. Enfin, je pense que si. Donc est-ce qu'ils vont continuer à sortir des films en salle? Oui. Mais est-ce qu'il y en aura beaucoup? Non. Et est-ce que ça va être, compliqué pour les gros projets d'être en salle plutôt que en plateforme pour Netflix? Oui, bien évidemment. Et à terme, par contre, c'est une question de pourcentage. C'est-à-dire que là, tu peux tout à fait imaginer que dans quelques années, il y aura, 30% des gros trucs produits par Netflix qui sortiront en salle et 70% qui sortiront sur sa plateforme. Sachant que donc, ils récupèrent... Warner Bros, c'est eux maintenant. Voilà, tout simplement. C'est flippant. C'est flippant et c'est peut-être même encore plus une mauvaise nouvelle que le rachat de la Fox par Disney, qui était déjà... Mais alors, après, je vois les gens qui tapent sur Netflix. Et alors là, par exemple, moi, j'en veux à plein de monde. Mais c'est pas la faute de Netflix. Je trouve ça ahuri de rire. C'est c'est pas eux qui ont pouvoir de forcer. Eux, c'est normal à un moment qu'ils essayent de se développer, ils essayent de racheter des trucs. Le problème, c'est qu'en face, t'as le gouvernement parce que j'ai eu tout un article là-dessus, la position du gouvernement américain est très très chelou sur cette histoire. Donc lui, il a un vrai rôle. Il y a aussi les dirigeants de Warner Bros actuels, hein. Donc voilà, c'est pas si simple, c'est pas juste le méchant Netflix et le pauvre petit Warner Bros. Il se fait racheter. Non, les actionnaires de Warner Bros. Sont... moi j'ai lu une fois plus tout un truc là-dessus. C'est eux qui veulent en fait se retrouver chez Netflix. Donc voilà, ces gens-là, c'est des gens. Mais bon, oui, c'est une catastrophe. Clairement, c'est une catastrophe. As-tu regardé la première partie de la 5e saison de Stranger Things? Et si oui, qu'en as-tu pensé? Pas du tout, je ne l'ai pas du tout regardé, je le regarderai jamais. Voilà. Je vous avais dit tout simplement que moi Stranger Things, j'avais beaucoup aimé les 2 premières saisons.
La troisième, je l'ai trouvée nulle, voilà. Et la quatrième, je crois que j'ai survolé le premier épisode, que j'ai trouvé carrément irregardable. Et du coup, la cinquième saison, je vais rien faire du tout. Faut vraiment, c'est juste pas pour moi, quoi. Hein, voilà. Je laisse les gens qui apprécient ce que c'est devenu se régaler. Mais moi, je vais m'abstenir totalement parce que même si c'était bien dans le nouvel, enfin dans l'axe que ça a fini par prendre à partir de la troisième saison, ça me plaît plus du tout. Je sais que tu aimes Pierre Ninet. As-tu vu la bande-annonce de Gourou et penses-tu aller le voir? Ah mais de ouf! Ouais, j'ai vu la bande-annonce que je trouvais excellente. Voilà, Yann Gozlan, de toute façon, moi j'ai adoré Un homme idéal et la boîte noire. Donc là, ce sera sa troisième collab avec Pierre Ninet, sauf Miracle catastrophique, je vais adorer. Enfin, j'ai adoré les deux premiers films, enfin leurs deux premières collaborations. Et une énorme préférence pour Un homme idéal. Hein. Si vous n'avez pas vu Un homme idéal, c'est dommage. Vraiment un des meilleurs films avec Pierre Ninet ever, pour moi. Et un thriller de ouf. On approche de la fin de l'année. Quels sont tes 3 albums favoris sortis cette année? Ah ouais, quand j'ai vu ça, tu m'as déprimé, mec. Complètement. Alors j'ai un petit peu cherché. Alors j'ai trouvé l'album de Nanny Schness, figure-toi, qui est sorti il y a quelques semaines même, sur la bande originale de Tron Ares, qui est vraiment remarquable, que j'ai vraiment beaucoup écouté. Après, sorti en 2025, je n'ai rien trouvé. Aucun album. Il y en avait un ou deux où je me suis dit, ah bah si, il y avait celui-là et tout, et en vérifiant, parce que j'avais un petit doute, pas de bol, décembre 2024. Je sais plus c'est lequel. Donc c'est une année de merde, hein, voilà, une fois de plus, 2025, mais alors vraiment, musicalement, c'est une punition, quoi. As-tu vu Running Man? Dommage qu'il n'ait pas gardé la fin du livre. Non, j'ai pas vu Running Man, parce que c'était hors de question que j'aille au cinéma voir ça. Vraiment, la bande-annonce me fait très peur, enfin... Et les retours sont très, disparates, je sais pas comment dire. Il y en a qui disent, si, c'est génial, et en fait, vous fiez pas à la bande-annonce, c'est très sérieux. Et il y en a qui disent ouais, c'est génial, mais c'est totalement ce que dit la bande-annonce. Enfin, c'est-à-dire que c'est du délire surjoué volontairement, mais voilà. Et puis il y a tous ceux, ils sont très nombreux, qui n'ont pas du tout aimé. Le film a bidé très méchamment aux États-Unis. Et je pense pas, enfin, je sais déjà que ça va pas me... Au mieux, ça va me divertir. C'est-à-dire que je vais le regarder sans déplaisir, en bouffant des chips. Mais c'est impossible que ça me plaise vraiment. Je pense. Donc je crois que je vais rester dans le camp honteux, après visionnage, je veux dire, de ceux qui préféreront le film avec Schwarzenegger, dont je suis conscient que c'est pas un bon film. Hein. Mais c'est un film qui a énormément de qualité, malgré tout. Du coup, moi, il y a plein de films que j'adore, qui ont plein de qualités, mais qui sont pas factuellement de bons films. Voilà. Ça ne me dérange pas du tout. Penses-tu refaire une vidéo avec Fred des Toiles et des Poils sur la musique de film? Ce serait bien. Celle sur Stephen King était géniale. Oui, à une époque, Fred m'avait proposé qu'on refasse un truc spécial sur un thème, et puis on n'avait pas trop trouvé. Lui, il me proposait des thèmes, mais malheureusement, vous savez que moi je suis qu'une merde, et il y a plein de trucs où j'ai pas le niveau, quoi. Pas du tout le niveau pour faire une longue vidéo, je dirais, saison 4, épisode 12, quand même, à 30 minutes 40. Est-ce qu'on peut dire que le travelling est quand même exceptionnel? Parce que Fred, c'est ce niveau-là, quand même, encyclopédique. Donc je sais plus, non, après plus sérieusement, il m'avait proposé des séries où je suis pas fan et sûrement pas assez pour X-Files, je crois, il m'avait proposé à une époque, et moi j'ai même carrément jamais regardé X-Files. Enfin, j'ai vu des épisodes de temps en temps dans les années 90, mais je me suis jamais fait l'intégrale, et c'est pas un truc que j'adore. Donc je connais pas, très mal. Et il m'avait proposé aussi, je crois, autre chose, et malheureusement pareil, j'ai dit j'ai pas du tout le niveau pour en parler, même pour donner un avis, je veux dire, enfin pour un ressenti. Mais donc voilà, mais c'est pas... Enfin, il sait que je l'adore, donc voilà, ils ont fait un live chez John Ali lundi dernier qui est excellent, mais je ne pouvais plus de rire, et pas que de rire, certaines interventions très très pertinentes voilà, de la team Fred et John. Donc oui, en tout cas, on fera quelque chose, ça c'est sûr. Après, on peut faire un truc aussi sur rien, on papote de conneries, je ne sais pas. Tout est possible, en tout cas. Parmi les fans de Kiss, tu as oublié les Daft Punk.
Tu as tellement raison. Mais j'en ai oublié plein d'autres, hein. Plein d'autres. Ça me fait penser mais alors oui, les Daft Punk, oui, grand fan, hein. Et d'ailleurs, qui avait régulièrement... c'est drôle parce que il y a plein de gens qui sont pourtant fans des Daft et qui sont passés à côté de ces trucs. L'album Alive, par exemple, hein, tout simplement, des Daft Punk, qui était un hommage direct à l'album Alive de Kiss, pardon. Et des Homework, enfin pour ceux qui possèdent l'album Homework, je vous mettrai un visuel. On avait une photo à l'intérieur de l'album, et sur cette photo, est-ce que ce serait pas une affiche de Kiss? Bon. Et puis alors, pas caché dans la... Voilà, un truc qu'on voit bien. As-tu écouté le premier titre? Ah oui, alors oui, parce que je vais regrouper un tout petit peu celle que j'avais reçue sur le sujet. As-tu écouté le premier titre du projet Stanley Simons, intitulé Body Down? Personnellement, je ne m'attendais à rien et je suis très impressionné. Alors je ne vais pas te mentir, je l'ai écouté ce matin, peut-être c'est peut-être hier que c'est sorti, je sais pas, parce que j'ai reçu ta question tout à l'heure, donc mais j'étais confiant sur la qualité, la sincérité de leur projet. Donc pour ceux qui ne seraient pas au courant, Stanley Simons, donc comme le nom du projet l'indique, c'est le duo du fils, entre le fils de Gene Simons et le fils de Paul Stanley, qui ont décidé de se lancer dans un projet musical. Alors quand on les connaît un petit peu, les deux, parce que voilà, dit comme ça, tu te dis, oh putain, les fils à papa, le truc opportuniste et tout, mais quelle honte, etc. Là, vraiment pas du tout. C'est d'abord, ce sont tous les deux des musiciens depuis toujours, de leur enfance, quoi. Ensuite, mais ça c'est comment dire, c'est assez normal. Evan comme Nick se connaissent depuis qu'ils sont enfants, enfin même limite depuis leur naissance en fait. Et ils se sont toujours vus, ce qui semble logique puisque Paul Stanley et Gene Simmons sont inséparables. Depuis longtemps. Donc oui, leurs enfants se sont fréquentés toujours. Ce qui est intéressant, c'est que pendant de longues années, justement, ils n'ont pas voulu tirer profit de quoi que ce soit. Enfin, ils étaient suffisamment intelligents, ils sont très intelligents les deux, et suffisamment intelligents pour savoir que voilà, ça allait être écrasé par le poids de l'héritage paternel, etc. Et donc ils se sont orientés dans des projets qui n'avaient rien à voir. Mais leur passion c'est la musique. Et donc pendant de longues années, ils se sont dit ma passion c'est la musique, mais en fait je vais pas en faire, puisque si j'en fais, on va dire ah bah ouais mais bon Kiss machin. Et ça pouvait évidemment ça peut se comprendre, on se met à leur place, bon. Et il y a pas longtemps, mais alors vraiment pas longtemps, ils ont déclaré qu'en fait ils en avaient plus rien à foutre finalement. Finalement ils s'en battaient les couilles du qu'en dira-t-on, des préjugés, des machins et tout. Je précise que c'est pas des genoux, hein. Nick Simons il a 36 ans et Evan Stanley il a 31 ans. Et je pense qu'ils ont bien fait d'attendre. Donc bref. Donc là ils vont sortir un album, si j'ai bien compris, de leur projet, et ils ont précisé quand même, enfin ils ont un petit peu calmé le jeu. Alors déjà visuellement quand tu les vois, oui, ça n'a rien à voir avec Kiss, du tout, mais même rien à voir avec le hard rock, enfin, tout simplement. Et ils ont confirmé que oui, les fans, enfin, c'est les gens qui voudraient faire un lien avec la musique de leurs parents seraient très déçus parce que ça n'avait rien à voir. Je pense qu'ils font la musique qu'ils aiment et qu'ils ont envie de faire, voilà, tout simplement. Donc très bien. Alors vous voyez, ambiance, c'est plutôt années 70. Voilà, je pense qu'ils ont plutôt écouté les Beatles, les Stones, Aerosmith, Led Zeppelin, les Doors. Et d'ailleurs, ça s'entend à l'écoute de ce Body Down que j'ai donc découvert et que j'ai déjà écouté plusieurs fois. Tellement j'étais scié. Alors tu dis, ouais, tu es impressionné. Mais moi pareil. Alors impressionné, mais pas surpris, parce que j'avais compris par plein d'infos au fil des ans, quoi. C'est vraiment deux mecs qui ont du talent, mais vraiment. Et je suis ravi, quand t'entends rien que ce morceau, rien que pour ça, je suis content qu'ils en aient rien à battre, en fait, et qu'ils sortent quelque chose, parce que c'est waouh, c'est vraiment très très bon, je trouve, hein. Voilà, donc j'ai adoré, même, je pense que je peux le dire. Alors, vivement la suite, du coup. En tant que collectionneur amateur de Kiss, j'aurais beaucoup aimé voir les quelques objets que tu as dit avoir oublié de montrer dans ta vidéo. Ouais, d'ailleurs, je voulais vous remercier, parce que la vidéo sur Kiss, vraiment, je vous ai dit la dernière fois, je crois, que quand je l'ai mise en ligne, mais même autour de moi, hein, tout le monde me disait, en une semaine, tu n'auras même pas atteint les 1000 vues. Et là, on est bientôt à 4000 vues, donc en fait, ça veut dire que c'est à peu près mon plafond de verre en termes de JDV. Ce qui semble assez logique puisque j'ai 1000 abonnés, donc c'est 50% de vision. Enfin, c'est énorme, hein, sincèrement, c'est beaucoup. Et j'aurais pas du tout imaginé, voilà, qu'avant les fêtes,
elle tape les 4000 vues, enfin un truc de 2h30 sur Kiss. Donc ça fait ultra plaisir. Alors tu dis que tu es collectionneur amateur, mais un collectionneur professionnel, c'est un vendeur en fait. Je ne sais pas. Enfin, je comprends pas. Donc on est tous collectionneurs amateurs en fait. C'est juste qu'on est collectionneurs plus ou moins sérieusement quoi. Voilà, moi pas du tout. Alors vous allez voir, hein, j'avais oublié de vous montrer ça dans la vidéo sur Kiss. Pourquoi? Mais alors, explique-toi mec. Parce que c'était tout en haut et que je filmais comme ça. Voilà. Après, je m'assois, j'ai ma vie, puis tout d'un coup je regarde et je fais ouh, j'ai pas oublié de montrer ça. Et puis après, je découvre d'autres trucs. Enfin bref, vous êtes habitués. Voilà, ce petit kit extraordinaire avec donc toute une scène à construire. Alors on dirait un peu genre Lego, mais en réalité les figurines sont beaucoup plus grandes. Hein, donc c'est un truc américain, je sais pas comment ça s'appelle. Smithy, pardon. Et voilà, vous voyez, c'est absolument génialissime. Hein, hop. Et d'ailleurs ça coûte une fortune ce truc aujourd'hui neuf, et je l'avais trouvé je sais même plus pour combien, mais vraiment que dalle quoi. Coup de bol de dingue. Bref, également alors c'est la seule que j'ai, enfin c'est le seul objet cross Hello Kitty Kiss, mais alors vraiment elle est beaucoup trop belle quoi, elle est vraiment magnifique. Donc pour moi ça c'est vraiment la pièce à avoir, mais elle était rangée dans un coin et du coup je ne l'ai pas vue. Et également ce 45 tours que j'avais reçu peu de temps d'ailleurs avant, 45 tours incroyable, donc import japonais de I Was Made for Loving You avec également Hard Times. Voilà, 2 chefs-d'œuvre de tuerie totale. Donc comme ils faisaient à l'époque, hein, il y a tout un truc avec, enfin c'est tout en japonais de toute façon, hein, voilà. Mais je l'aime beaucoup. Celle-là, je devrais le foutre sous verre même, tellement il est beau. Ça que j'ai ici Radioactive, mais je pourrais transvaser. Alors, te sachant grand fan et connaisseur de Stallone, j'aimerais beaucoup avoir ton avis sur le biopic consacré à la naissance du film Rocky. Ah oui, alors j'en avais parlé d'ailleurs au tout début en disant que c'était vraiment une idée de merde, mais j'avais compris que c'était en fait c'était un peu la faute des articles qu'on a eu au tout début qui parlaient d'un préquel à Rocky. Donc la jeunesse de Rocky Balboa, tout ça, machin. Et là, ouais, je maintiens, c'était une idée de merde. En fait, c'est pas ça du tout que fait Peter Farrelly, d'ailleurs, dont j'avais beaucoup aimé Green Book, je crois. Alors, après, à part ça, il a fait surtout des comédies dont je suis pas forcément fan, mais pour moi avec Green Book il a montré qu'il sait faire tout l'inverse en fait, c'est-à-dire des drames en fait, donc je suis fan. Et alors j'ai lu évidemment certains articles, certaines interviews, une où il explique à quel point le script du film est fabuleux. En fait apparemment il dit limite qu'il a jamais eu un script de cette qualité entre les mains quoi. Alors, waouh, moi je lui fais confiance en fait, tout simplement. Un autre élément, j'avais noté son nom pour pas l'écorcher, Anthony Ippolito. J'ai vu les premières photos et je dois dire qu'il y a un air de Stallone de l'époque qui est saisissant. Donc, et c'est pas, on n'est pas dans du sosie, pas sosie, machin, hein, on va pas faire les débats à nouveau comme à chaque fois. C'est juste qu'il dégage de son visage quelque chose qui renvoie totalement à ce que dégageait le visage de Stallone quand il était jeune. Et vous voyez, c'est exactement le problème que j'ai avec Michael, le projet là. C'est-à-dire que moi quand je dis que je ne vois pas Michael, bien sûr que je vois pas Michael, mais la solution c'est pas un sosie non plus. C'est juste que quand dans la bande-annonce il sourit, quand il regarde intensément ou des trucs comme ça, dans la bande-annonce on voit pas grand-chose, c'est pas du tout ce qui se dégageait du visage de Michael quand il fixait intensément quelqu'un ou quand il souriait à quelqu'un. Mais pas du tout. Donc en fait, c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. C'est tout, quoi. Là, par contre, ça a l'air de le faire, mais de ouf. Il y a aussi la présence de Matt Dillon qui me fait super plaisir, qui apparemment va jouer le père de Sylvester Stallone, puisque donc, je crois que je ne l'ai même pas dit, mais donc oui, en fait, ce film, c'est un film sur la création, la conception du film Rocky par Sylvester Stallone. Et donc c'est un genre de biopic en réalité, mais juste sur une fraction de sa vie. Hein, voilà. Moi je trouve l'idée ultra bonne, ultra intéressante. Et si c'est fait avec talent, et apparemment, oui, je suis totalement preneur. Donc très impatient de voir ça. Je le dis sincèrement. Parmi les récents films de Clint Eastwood, lesquels préfères-tu entre Gran Torino et La Mule ?
Oh non, la mule, c'était vraiment pas bien, j'ai trouvé. Alors, pas bien pour un Eastwood, hein. ça, reste, ça reste quand même pas nul, hein. Enfin voilà. Mais vraiment, il y a très problématique pour moi. Alors que Gran Torino, j'ai beaucoup aimé. Donc je dirais Gran Torino, même si Gran Torino, j'ai pas. Déjà, je trouvais. Je me souviens que j'avais été déçu quand j'avais vu Gran Torino. Je me suis dit, oh putain, c'est vachement moins bien que. Tu vois. Bref. Après, dans les films récents d'Eastwood, mais là tu vas me dire que oui, mais c'est pas avec Eastwood. Mais moi, pour moi, c'est une plus grande réussite, c'est le cas Richard Jewell, carrément. Hein. Juré numéro 2, et peut-être même mon préféré depuis vraiment pas mal d'années, c'est Sully. Sully, mais j'adore ce film, je l'adore. Est-ce que Narcos figure parmi les séries auxquelles tu as bien accroché? Au-delà de mon appréciation de cette série, j'ai la sensation qu'aujourd'hui la réalité a dépassé la fiction quand je revois certains épisodes. Peut-être, alors moi je suis pas assez calé sur, actuel, réel, je sais pas, des relations entre les États-Unis et la Colombie, et cartel de la drogue, Medellin, tout ça, tous ces trucs-là. Mais enfin, je me doute bien que ça s'est pas arrangé. Donc, ouais, donc là, c'est une série sur Pablo Escobar. Hein, je pense que vous le savez. J'avais adoré, j'avais trouvé l'acteur incroyable d'ailleurs. Lightning Strikes de The Osbourne ou Lightning Strikes d'Aerosmith. Je crois que, alors, vraiment pour la valeur de la chanson en elle-même, je préfère celle d'Aerosmith. Si ce n'est pas indiscret, pardon, t'est-il déjà arrivé de... Je ne censure rien, je vous ai dit. Ce n'est pas indiscret, est-il déjà arrivé de rôter en présence d'une ou plusieurs femmes hors de ton entourage familial dans des lieux publics? C'est marrant, je suis choqué par ta question en fait. Je pensais que tu allais dire d'une ou plusieurs personnes en fait, tout simplement. Pourquoi plus de femmes? Oui, parce que c'est peut-être plus gênant quand tu es un peu en mode séduction, tout ça. Non. Je ne... non. En fait, non. Mais je rôde jamais. Mais sincèrement, hein, ça ne m'intéresse pas, en fait. C'est un choix. Voilà, je ne rôde pas. Non. Par contre, qu'est-ce que je pète? Non, je plaisante. Tu vois, tu me contamines avec un humour subtil et distingué. Non, je sais pas pourquoi, c'est vrai que j'ai pas le rot facile. Ah si, attends, quand je bois un coca, mais en fait je fais exprès. Je sens que je peux faire un joli rot. Ouais, en fait, je crois que les fois où je rote, en fait, c'est pas... c'est voulu, je me force. Parce que je trouve ça marrant. Mais... voilà. Comment dire, on n'ébruitera pas, on va pas dire Alex, signe distinctif, trouve marrant de roter quand il boit du Coca-Cola. Bon, voilà. Sinon, non, ça m'arrive pas par accident, en tout cas, non, du tout. Plutôt Team Lita Ford ou Lady Gaga? Bon, en termes de discographie, Lady Gaga quand même. Lita Ford, j'aime bien, ou de disques que j'ai, mais j'ai jamais adoré Lita Ford. Les chansons, je veux dire. Alors que Lady Gaga, il y a beaucoup de chansons de Lady Gaga que je trouve incroyables. À quelle fréquence fais-tu la poussière dans ton... Ah putain, on arrive dans une zone, les gars. À quelle fréquence fais-tu la poussière dans ton bureau? Combien de temps cela te prend-il? Et as-tu surtout des trucs et astuces particuliers à nous recommander? Alors, je n'ai aucun truc astuce particulier. J'ai un magnifique chiffon accroche-poussière, voilà, et très sensuel, que je passe... Vraiment, j'ai aucune rigueur. Enfin, genre, je le fais de temps en temps quand je vois de la poussière. En fait, je passe la poussière quand je vois de la poussière. C'est-à-dire, je vois et je fais oh merde, ça craint. Donc je passe mais c'est pareil pour les étagères et tout. Donc voilà, c'est tout. Je fais. Il n'y a pas de fréquence. En fait. C'est un coup de temps en temps, régulièrement du coup. Mais c'est pas. Je me dis pas toutes les semaines il faut tout faire. Il y a des gens qui sont comme ça. Hein. As-tu déjà tenté, je sais que tu détestes l'exercice, un top 3 des meilleures adaptations de Lovecraft au cinéma? À mon avis, on doit tomber sur les 3 mêmes. Eh bien non, je ne pense pas, parce que quand j'ai vu ta question, j'ai réfléchi et je n'en ai pas trouvé 3, moi, que j'ai aimé. Enfin, je n'ai pas trouvé de quoi faire un top 3, en fait. Voilà, pour moi, les adaptations de Lovecraft, c'est un cas vraiment particulier où tu vas de pas bon à moisi à risible. À part From Beyond, qui va être le seul que je vais mettre dans un top éventuel, que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas... D'abord, c'est très librement inspiré. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas de chance aussi parce que il y a très peu d'adaptations fidèles vraiment au récit, enfin un récit de Lovecraft, quoi. Voilà, on n'a pas grand-chose. J'avais pensé dans le genre chef-d'œuvre, le continent des hommes poissons, mais
parce que j'aime bien ce film, il me fait rire, mais c'est pas bon du tout, évidemment. Et c'est même pas fidèle, enfin c'est très 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 librement inspiré. Non, on peut pas dire que c'est une adaptation du coup, non plus. Et puis je fais partie des gens qui n'ont pas du tout apprécié La couleur tombée du ciel, sorti récemment avec Nicolas Cage, que j'aime d'amour pourtant. Mais là, non, là, il y a des gens qui se sont extasiés. Moi je fais, non les gars, vous êtes fous. Ou alors vous avez oublié de quoi ça parle. Pour moi c'est inadaptable, et là vraiment, fallait pas le faire. Voilà, c'est compliqué visiblement d'adapter Lovecraft, même si, enfin moi j'aime tellement certains de ces récits, moi j'en rêve, des adaptations réussies, quoi, extraordinaires et tout, mais qui du coup seraient vraiment terrifiantes et hyper sérieuses, etc., etc. Le modèle de Pickman par exemple, qui est une de mes nouvelles préférées, et en plus c'est une des plus courtes, et, quelques pages, mais alors vraiment c'est tellement terrifiant, mais une adaptation sérieuse de ça, mais laisse tomber quoi. Mais pas des trucs, voilà. Bref, moi, ah oui, alors j'avais collé cette question qui est liée également. Moi, j'attends surtout Guillermo del Toro, comme toi, je suppose, sur Les Montagnes Hallucinées, qui de base est un texte lent et contemplatif avec des petits moments de rush adrénergique, pardon. Je veux dire que les univers de ces deux génies se rencontrent enfin. Il était temps. Artistiquement parlant, ça va donner une dinguerie, et là moi je ne m'attends pas à un miracle parce que l'écriture de Lovecraft surpasse tout film juste à une bonne adaptation de Lovecraft déjà. En fait tu m'as donné une fausse joie, parce que quand j'ai vu ton mot je me suis dit bordel, finalement il le fait. Voilà. Et j'ai fouillé, et non, et je suis même tombé sur un truc qui date d'il y a quelques jours, où j'avais noté ce qu'a dit Guillermo del Toro. Donc alors ça c'est un projet qu'il a et dont il parle depuis 2002. Donc c'est un vieux fantasme qu'on a tous. Puis quand tu vois le labyrinthe de Pan, tout ça, tu te dis quand même, ouais, enfin, il pourrait faire un truc de dingue quand même. Oui, donc il a dit il y a quelques jours, celui qui est sur ma liste des choses que je veux faire et qui, je crois, va y rester, c'est-à-dire qui ne sera jamais faite, c'est Les Montagnes Hallucinées. C'est trop énorme, c'est trop dingue, trop violent, j'imagine. Et pour être tout à fait honnête, je ne sais pas si j'ai encore envie vraiment de le faire. Donc c'est mort, clairement. Voilà, ça n'aura pas lieu, je pense. Voilà. On n'aura jamais ce truc. As-tu déjà vu la série Devil in Disguise, John Wayne Gacy? Oui, je l'avais vu, mais de mémoire, bon, je n'avais pas adoré. Après John Wayne Gacy, c'est chaud comme sujet, évidemment. Il y avait des téléfilms aussi, enfin bon. Attends. Non, je crois que j'avais pas adoré. Mais c'était pas nul, Enfin, j'ai pas souvenir de. Parce que en fait, là, ça me revient, et je crois qu'il y avait quand même des trucs vraiment cool dedans. Donc, peut-être mitigé, quoi. Ça fait longtemps que tu n'as pas parlé de littérature depuis la publication de The Shards. On s'ennuie un peu. As-tu d'autres choses à faire, j'imagine, mais as-tu quelques recos d'auteurs qui t'ont plu récemment? Pas du tout. Je vais même te dire, c'est le dernier bouquin que j'ai lu avec enthousiasme, The Shards. Alors c'est vrai que j'ai vraiment, comment dire, je m'ennuie pas. Enfin, je fais beaucoup de choses, et me poser avec un livre, faut vraiment que j'en ai envie. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai envie de lire ce livre. Tu vois ce que je veux dire? Et les derniers trucs que j'ai lus, c'est des bios, je crois, des bios musicales, des trucs comme ça, sur des essais même sur des artistes. Le tout dernier, c'est un nouvel essai sur la snare que j'ai lu. Enfin, tu vois, bon, mais j'ai pas, j'ai carrément lâché les romans là. C'est une catastrophe. Tu connais un peu The Cure? Oui, qu'on peut se dire. Est-ce que tu avais aimé le disque Japanese Whispers? Moi, je le trouve planant, mais c'est parce que j'aime bien le Japon. Oui, alors Japanese Whispers compile de 3 singles qui étaient sortis juste avant, avec les faces B en plus. T'avais The Walk, Love Cats et Let's Go to Bed. Moi, c'est des chansons que j'adore, donc du coup, j'adore Japanese Whispers, parce que et les phases B sont très bonnes aussi. Donc ouais, c'est très bien, c'est excellent même. Je trouve. En plus, c'est une phase de Cure, rien que Let's Go to Bed et Love Cats. Le grand écart artistique dans le style, quoi. Je trouve ça génial, quel génie, quoi. Non, Cure. Voilà, comme me disait encore Steve de Revue, quoi. Robert Smith, c'est quand même un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes de l'histoire de la musique contemporaine. C'est Steve de Revue qui m'a dit ça. Si. Et il va prétendre le contraire dans les commentaires parce qu'il est taquin. Conseilles-tu de lire Frankenstein de Mary Shelley et de voir le film Frankenstein des années 30? Oui, complètement. Alors je l'ai lu il y a très longtemps, mais c'est extraordinaire. J'adore la prose, enfin la façon dont c'est écrit. C'est sublime. Et j'aime beaucoup. Et je l'ai revu il y a 2 ans avec ma chérie, le Frankenstein des années 30,
qui est tellement poétique, tellement beau et cruel et sombre et oh putain, quelle magie. Enfin, oui, le film est incroyable. C'est un immense reco. Il paraît qu'il va y avoir un Cliffhanger 2, pardon, avec Stallone en 2026. Comptes-tu aller le voir et y a-t-il d'autres films que tu attends? Moi, j'espère qu'un film avec Jackie Chan va sortir en décembre. Je te déconseille de regarder le dernier Karate Kid Legends dans lequel il joue. C'est pas terrible. Cliffhanger 2, si j'ai bien lu les toutes dernières news, c'est fini pour Stallone. Hein. Il sera plus du tout dedans. Il est même plus impliqué d'ailleurs dans le projet. Donc ça s'appellera quand même Cliffhanger 2, ce qui est complètement con, c'est suicidaire comme démarche je trouve. Mais voilà, ça n'aura plus aucun rapport, enfin il n'y aura pas Stallone dedans, en tout cas c'est certain. Donc non, je compte pas du tout aller le voir, je regarderai quand il sera sur le net, mais je vais pas aller... Il y aurait eu Stallone, oui, je serais allé le voir, mais en même temps Stallone là il devient vraiment âgé quand même, hein. Cliffhanger 2, ça sentait quand même bizarre quoi, je comprends que... Enfin, c'est pas la raison pour laquelle il y est plus du tout, mais je comprends qu'il y soit plus du tout, qu'il y soit pas quoi. Karate Kid Legends, j'ai senti le truc insultant de nullité, et j'ai tellement aimé les premières saisons de Cobra Kai que je préfère rester sur ce bon souvenir. De la même façon que je n'ai pas du tout regardé la dernière saison de Cobra Kai, qui visiblement était une catastrophe. Je souhaitais ne pas du tout regarder Karate Kid Legends, qui sentait le film de merde à plein nez. Sabotage, Face Warning, Crimson Glory font-ils partie des groupes de heavy metal américains des années 80 que tu as écouté ou écoutes encore? Pas du tout, aucun. J'ai même jamais eu un seul album de ces groupes que j'ai écouté par contre. Hein. Enfin, c'est-à-dire que il y a très peu, mais voire pas, hein, de groupes de heavy metal, tout pays confondu, hein, que je sois pas allé écouter dans les années 80. Ou par la suite, mais les trois quarts je le faisais à l'époque quoi. Sabotage, j'avais écouté, j'aimais pas du tout. C'est pas que c'est pas bien, hein, bien évidemment, c'est juste que tu peux pas tout aimer. Enfin, Face Warning, j'avais pas aimé non plus. Crimson Glory non plus. De mon point de vue personnel, je les considère comme sous-estimés et pense même que le premier nommé, donc Sabotage, j'imagine, aurait mérité d'avoir autant de reconnaissance que les Judas Priest. Ah waouh, ah ouais, tu vas fort. Queenstrike, Megadeth, non, je peux pas être d'accord. Par exemple. Ouais, alors, par contre, moi je pense pareil avec tellement de groupes qu'en fait je respecte totalement ton avis et si ça se trouve, t'as totalement raison en fait. C'est juste que comme moi j'aime pas, comme moi j'ai pas accroché en fait, pour moi non. Parce que par contre, Megadeth pour moi c'est extraordinaire. Queenstrike, j'ai jamais été grand fan à part Operation Mindcrime et Empire. C'est les deux seuls albums que je possède et qui sont, faut avouer, assez dingues. Mais les autres, j'aime pas du tout. Et Judas Priest, j'aime pas tout du tout, mais il y a quelques albums que j'adore. Et puis surtout, c'est un groupe immense. Enfin, son importance dans l'histoire du heavy metal est colossale. Sabotage, Fate Warning, Crimson Glory, tout en étant un peu connus quand même, mais ils sont connus. Par contre, je suis d'accord avec toi, ils ne sont pas connus du grand public. Ils sont connus des fans de heavy metal. Et ça fait toute la différence. Moi, si je vais dans la rue et que je demande est-ce que vous connaissez Megadeth, alors pas tout le monde bien sûr, mais quand même beaucoup de gens qui vont me dire de non, oui c'est un groupe de hard, enfin voilà, sans rien savoir quoi. Alors que bon, si je fais le test avec Sabotage, c'est sûr que non quoi. Vu que tu as été un enfant des années 70, Team Chantal Goya ou Dorothée? Oh putain, aïe aïe aïe. Alors effectivement un enfant totalement hein, des années 70, et pourtant je n'ai jamais aimé ni Chantal Goya ni Dorothée, et je n'ai jamais voulu avoir de disque. Alors j'ai jamais eu aucun disque de Dorothée, hein, mais jamais aucun. Par contre Chantal Goya, je me souviens qu'une amie de ma mère avait cru me faire plaisir un jour en m'offrant un 33 tours Chantal Goya. Mais je dis ça, on était en 76 ou en 77, enfin voilà, je devais avoir 5 ans, que j'ai jamais écouté, parce que j'aimais pas du tout. Ces chanteuses-là ne me touchaient pas, je ne sais pas pourquoi du tout. Après, je me souviens de trucs qui étaient plus... Il y a des trucs qui me parlaient, mais j'ai jamais voulu avoir les disques, tu vois, mais je me souviens qu'à la limite, tu vois, dans le genre chanteuse pour enfants, je pense plutôt à Sheila. Qui avait une chanson qui s'appelait L'Arche de Noé, qui était pour les enfants, clairement. Et je me souviens que j'aimais bien, mais j'étais vraiment tout petit, enfin, voilà, 5 ans, quoi. Elle me rendait triste, je sais pas pourquoi. J'ai souvenir de Sheila qui faisait des passages télé. Il y en avait même un, d'ailleurs, qui était très drôle, où il y avait Sardou, qui chantait avec elle, et d'autres, hein, plusieurs chanteurs, qui faisaient les enfants, enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, donc voilà, il y avait aussi, c'était elle qui faisait, c'était Sheila qui faisait Et ne la ramène pas, aussi. J'étais un peu plus vieux, là, je me souviens. Mais je me souviens des passages télé. Ouais, et ne la ramène pas. Putain, c'était magique.
Toi, le fan de métal des années 80, quel est ton rapport à Def Leppard? Considères-tu Hysteria comme un chef-d'œuvre? Pas moi, je préfère largement celui d'avant, Pyromania. La dernière fois que je les ai vus, c'était en 88 à Bercy, et là j'ai pris une place pour juillet. Ah putain, cool, bah tu vas te régaler. J'hésite à y aller, je suis pas sûr de pouvoir en fait. Mais si je pouvais, j'irais bien. Donc pour toi, le meilleur album de Def Leppard, c'est celui d'avant, Pyromania. Donc Pyromania, c'est 83, donc 81, High and Dry, donc du coup. Ouais. Moi, c'est un que j'aime moins. Et, il est bon, hein, mais c'est un que j'aime moins. Alors par contre, Hysteria, oui, chef-d'œuvre, ouais, je pense. Mais pas par rapport à mes goûts. C'est-à-dire pour moi, par exemple, c'est pas mon préféré. Mais oui, c'est un chef-d'œuvre de pop. C'est un chef-d'œuvre de pop hard FM. Ouais, quand même. Enfin, il est incroyable ce disque quand même. Mais ça veut pas dire que pour moi, que c'est un chef-d'œuvre dans mon cœur. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je préfère, par exemple, alors mon album préféré de Def Leppard, par exemple, c'est Pyromania. De loin, de ouf. Coming Under Fire, Rock of Ages, Photograph, Die Hard the Hunter, mais quelle tuerie, Too Late for Love, il y a que des bombes sur ce disque. Hysteria, j'aime beaucoup tout l'album, mais il y a quelques chansons que je trouve un peu faiblardes, rien de grave, hein. Mais l'impact qu'il a eu, je comprends, il est quand même incroyablement bien ciselé, quoi. Quel est ton avis sur les deux nouveaux titres de Guns N' Roses qui sont sortis hier, Nothing et Atlas? D'un côté, je suis content, quoi. Mais en même temps, je trouve la façon de sortir ça, tout le monde s'en bat les couilles, il n'y a même pas de sortie vraiment physique. C'est juste sur Spotify. Ah, putain, c'est une drôle d'époque, quoi. Du coup, c'est pas un événement. Enfin, c'est juste on se débarrasse des fonds de tiroir. Donc c'est deux titres qui datent des sessions de Chinese Democracy. Donc tous ceux qui détestent Chinese Democracy, c'est même pas la peine de perdre votre temps à aller jeter une oreille parce qu'on vraiment on sent bien que ça aurait pu être dessus, quoi, à tous les niveaux. Alors moi qui ai adoré Chinese Democracy, et ben écoute, j'ai beaucoup aimé Nothing, que je trouve fabuleuse, très Beatlesque, Elton Johnesque, je sais pas comment dire, très belle, le chant d'Axl Rose magnifique. Et Atlas, j'aime pas trop. Trop barré. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu des retours de fans américains sur X et ailleurs, et il y en a beaucoup qui préfèrent Atlas, et qui trouvent que c'est une dinguerie, quoi. Donc voilà, donc moi je trouve ça génial, c'est-à-dire que les deux plaisent, mais pas forcément aux mêmes personnes. Après, oui, alors je comprends bien qu'ils n'allaient pas en faire un événement énormissime dans la mesure où c'est juste des rushs en fait de Chinese Democracy qu'ils ont réenregistré quand même, hein. On a Slash, on a Duff, donc c'est pas, ça a été refait. Mais les chansons datent de Chinese Democracy. Moi, j'aimerais qu'ils sortent un putain de nouvel album et qu'il y ait des putains de singles, mais avec, enfin, où ce soit un événement. Enfin, c'est-à-dire que là où il y ait vraiment un gros clip, enfin, putain, merde. Voilà. Et c'était la dernière question reçue. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo.